aujourd'hui, nous avons fait appel à vous puisque nous voulons encore en savoir un peu plus par rapport à la situation qui s'est passée à Nairobi. Entre la conférence dirigée par Moïse Katumbi Chapwe et selon certaines sources, ils sont en plein processus de divorce. Alors que ça ne fait pas longtemps, Katumbi et Kabila étaient bras dessous, bras dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quand même eu la chance de tomber sur certaines informations. Maître Roger, est-ce que vous êtes aussi au courant que Kabila, Joseph et Katumbi Moïse sont en plein processus de divorce, comme moi? Merci beaucoup pour la question. Ouais. Je crois que après avoir suivi ce qui s'est passé à Nairobi, vous savez, dans ce genre d'activités, dans ce genre d'événements politiques, il y a toujours le dessous des cartes, ouais, ou les non-dits. Et ces non-dits-là, pour les comprendre, il faut rentrer un peu en arrière pour fixer l'opinion, à comprendre d'où nous sommes partis pour arriver à Nairobi. Allez-y. Tout le monde se souviendra que M. Kabila a fait son comeback politique il y a quelques mois en arrière, en débarquant tambour battant sur le territoire du M23, par le M23, pour assumer officiellement ce qui était dit avant par Félix Tshisekedi, que le M23 c'était lui, l'AFC. Alors, Kabila a fait des consultations là-bas, et ces consultations-là, les résultats sont demeurés secrets. Personne n'a jamais su quelles sont les conclusions de ces consultations que Kabila était allé faire à Goma et à Bukavu. Ok. C'était des consultations qui ont abouti à un mythe, à un secret que personne ne savait. Alors, dans des analyses stratégiques, lorsque nous essayons de recouper les sources des informations au niveau de notre centre de recherche, nous sommes parvenus à comprendre que Kabila avait joué cette phase-là, parce que cette phase-là visait à mobiliser la population du Nord et du Sud Kivu à adhérer massivement à cette rébellion pour la donner une connotation congolaise. Okay. C'est-à-dire essayer d'effacer parce que le narratif de Kinshasa qui a séduit le monde, tout le monde entier a convenu qu'il s'agissait d'une guerre d'agression du Rwanda. Les sanctions ont commencé à pleuvoir de partout. Rappelez-vous, l'Union européenne, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada. Donc, la résolution 2773 de l'ONU, les États-Unis. Donc, les sanctions commençaient à pleuvoir de partout. Et donc, le monde entier avait compris qu'effectivement, il s'agissait d'une guerre d'agression. Et le problème, c'était le Rwanda. C'est en ce moment-là que Sir Paul Kagame a sorti son joker, Joseph Kabila, pour le lancer sur le terrain, pour essayer de stopper l'hémorragie et redonner à cette guerre d'agression un visage congolais. Donc, le premier mandat de Kabila, c'était de chercher à mobiliser les Congolais, les jeunes, à rallier cette rébellion, la société civile, à parler en bien et à dire, écoutez, ce n'est pas un problème externe, c'est un problème interne. Voilà. Et à cette phase-là, cette phase a échoué. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, après avoir fait cette consultation-là, M. Kabila a dépêché ses délégués avec les conclusions, soi-disant des mémos,
aux États-Unis. M. Tchikikaya s'est retrouvé aux États-Unis pour aller remettre les conclusions de ces consultations auprès des autorités américaines. Le but, c'était de les empêcher à signer les deals avec Kinshasa. Parce que derrière ces deals, il y avait un soutien en matière de sécurité, en matière de l'armée, qui pouvait être déterminant en faveur de Kinshasa. Alors, c'est au niveau de cette phase-là que M. Kabila s'est mis ensemble avec Moïse Katumbi. Pourquoi il a utilisé Moïse Katumbi? Il a utilisé Moïse Katumbi parce que Kabila n'est pas en odeur de sainteté ni avec l'Union européenne ni avec les États-Unis. Okay. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, les dernières années de Kabila, 2015-2016, Kabila a été sanctionné, lui et tous ses acolytes. Pourquoi? Parce qu'à partir du contrat chinois, que Kabila avait donné toutes les mines du Katanga aux Chinois, les Américains l'avaient vomi. Ouais. Les États-Unis n'ont jamais supporté Kabila. Rappelez-vous d'une certaine Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, ouais, qui était descendue au Congo en 2017 pour dire ouvertement à Kabila que tu dois partir. Ouais. Tu ne peux pas changer la constitution. Je me rappelle. Voilà, et tu ne peux pas te représenter. Donc, Nanga avait été sanctionné pour détournement aggravé de fonds, corruption aggravée avec l'histoire des machines à voter. En 2018, il a été sanctionné par l'administration américaine. Donc, ils n'ont aucune crédibilité. AFC M23 Kabila, ils n'ont aucune crédibilité pour essayer de faire des lobbies diplomatiquement au niveau de l'Europe et des États-Unis. C'est comme ça que M. Kabila s'est appuyé sur Katumbi. Parce que Katumbi a des réseaux de juifs et des réseaux de démocrates au niveau des États-Unis. Ouais. Alors, Kabila et Katumbi se sont rencontrés à Addis Abeba. Ils ont réuni la stratégie pour lancer cette attaque-là. Et le chef de l'État l'a dit récemment en Belgique qu'ils se sont déployés comme jamais auparavant, ouais, pour tenter de stopper tout ça. Et M. Kabila, sachant que Katumbi a aussi est en odeur de sainteté avec l'Église catholique, la Cinco. Et la Cinco aussi s'est mêlée dedans. Alors, lorsque l'étape du deal, la démarche tendant à empêcher le deal a échoué, Kabila est rentré dans son laboratoire pour essayer de changer de calcul. Changer de calcul maintenant en isolant Moïse Katumbi et en récupérant, je crois que c'est ce que je vais devoir te dire. Bref, je voulais d'abord planter de ces décors un peu, oui, avec un recul pour que ceux qui nous suivent comprennent quelle est la stratégie du retour de Kabila, que la première phase, c'est celle que je viens de vous décrire, et oui, cette phase-là a échoué. Alors, donc je comprends que après toutes ces manœuvres de Kabila, il a dans sa tête l'idée d'être conservateur du pouvoir en RDC. Vous êtes aussi d'accord avec moi? Justement, parce que, en fait, Kabila, dans sa tête... Et il veut le reprendre coûte que coûte par tous les moyens. Kabila n'a jamais dit que c'était fini pour lui. Kabila est dans une obsession du pouvoir. Kabila, on lui aurait dit, je ne sais pas par qui, il détient un pouvoir testamentaire sur le Congo. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, ça doit être la personne que lui désigne pour être au pouvoir. Vous comprenez? Wow. C'est comme ça que pour Kabila, il est hors de question d'être en dehors du mécanisme d'accession au pouvoir. Regardez bien.
lorsque l'IDPS et Félix Tshisekedi quittent l'opposition, arrivent au pouvoir, après 37 ans. Vous voyez le vide qui est resté dans l'opposition. Tshisekedi arrive au pouvoir avec l'IDPS, Kabila et le PPRD refusent d'aller dans l'opposition. Ils restent là-bas. Ils se disent non, c'est nous qui dirigeons. Je me souviens des époques avec FCC Cash, Ilunga Kamba, Premier ministre. Kabila dit Tshisekedi ne peut rien faire sans mon autorisation. Il ne peut rien signer sans me consulter. C'est moi qui dirige. Et vous avez suivi la chanson, c'est Kabila qui dirige. Tshisekedi et Ilunga Pamba, Tshisekedi ne peut rien faire. Et cela a même contribué à l'exaspération des relations entre les deux hommes. Donc Kabila est resté obnubilé par l'idée qu'il doit rester au pouvoir. Pendant ces temps-là, le vide laissé par l'UDPS à l'opposition est resté vacant comme ça, vide. Et il y a eu un déséquilibre sur l'échiquier politique. Et lorsque le divorce FCC Cash arrive en 2021, Kabila ne rejoint pas l'opposition, il ordonne au M23 de lancer les hostilités. Rappelez-vous que le M23 a repris les armes lorsque Tshisekedi a rompu le mariage FCC Cash. FCC Cash. Voilà. Et même sur demande, c'était même sur demande de l'Église catholique qui a poussé le président Tshisekedi divorce avec les FCC. On veut vous voir à côté, loin du FCC. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, ça m'étonne aussi de voir que l'Église catholique combat aussi le président Tshisekedi. Alors, et c'est quand Tshisekedi se sépare avec les FCC que les M23 reprend les armes. Que le M23 reprend les armes immédiatement. Ouais. Petitement, ça commence avec des motifs un peu fallacieux, du genre, il y a un accord qui avait été signé en 2012, Tshisekedi doit le respecter, attention, Tshisekedi nous a appelés à Kinshasa pendant 14 mois, il doit nous donner des histoires, et Tshisekedi dit, moi je ne vous ai jamais rien promis, je ne vous ai jamais rien donné, brandissez un seul document, qui montre que moi je vous aurais donné des choses. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Bref, vous voyez que la trajectoire de M. Kabila après le pouvoir, c'était le pouvoir. Donc Kabila n'a jamais imaginé se retrouver en dehors du pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition. Alors, maintenant, après avoir échoué la première partie de ces consultations dans le Kivu, qui ont abouti à ce qu'on a appelé des mémos de la société civile, des mémos des communautés locales, des chefs coutumiers et tout, que Kikaya a amené aux États-Unis pour convaincre les Américains à ne pas signer le deal. Quand ils ont constaté l'échec, Kabila s'est rendu compte qu'en réalité, Katumbi ne pouvait rien lui apporter de ce point de vue-là. Et du coup, il se décide... Et du coup, il décide maintenant de lui faire un coup. C'est-à-dire quoi? Alors, on commence par là. C'est là que notre sujet devient de plus en plus intéressant. Je voudrais vous montrer une image de la réconciliation Kabila-Katumbi. Et tout le monde s'est dit que ici, c'est un mariage qui restera jusqu'à la fin de la RDC, à la fin du monde. Mais, du coup, aujourd'hui, nous parlons du divorce. Avant d'y arriver, regardez ce qui s'est passé après que Katumbi et Kabila soient en conflit terrible. Il y a eu un moment où Katumbi n'était même pas autorisé à fouler ses pieds en RDC. Et tout ce qui s'est passé, vous êtes au courant. Et c'est à partir de ces jours que les deux personnes sont revenues. Ensemble, se sont demandé pardon, se sont réconciliés. Une union travaillée par l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez voir encore la scène telle qu'elle s'était passée? On ne pouvait pas s'imaginer ces jours que Katumbi et Kabila seraient encore des ennemis, comme nous en parlons aujourd'hui. Je vous reviens tout de suite et regardez l'image.
Et voilà, c'était toute une fête ces jours-là. Et toute la province parlons du Grand Katanga était en ébullition. Les deux fils du Katanga se sont réconciliés. Mais aujourd'hui, Maître Roger Mikobi, vous nous parlez d'un coup organisé par Joseph Kabila contre Moïse Katumbi et les divorces est en cours. Je ne sais pas si c'est déjà scellé. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous avez la parole. Ok. Dans l'image que vous venez de mettre, vous avez souligné quelque chose de très important. C'était sous la supervision de la CENCO, l'Église catholique. Oui. Rappelez-vous que, je viens de vous dire tout à l'heure, que vous avez là deux personnages qui ont deux trajectoires différentes. Kabila, criblé par des sanctions, il ne peut pas mettre ses pieds en Occident, il ne peut pas avoir une emprise diplomatique, une dynamique diplomatique pour peser contre Félix Tshisekedi, mais il a des réseaux militaires, des réseaux avec le service de sécurité, des réseaux avec le Rwanda. Ça, c'est Kabila. Et puis, il a l'argent. Katumbi, il a l'argent, mais il n'a pas d'emprise en interne. Mais il a des sorties, il a des entrées diplomatiques avec l'Union européenne et avec les États-Unis, certains milieux américains, notamment démocrates. Alors, l'Église catholique, dans sa quête de trouver le mécanisme de perturber Félix Tshisekedi, de lui mettre les bâtons dans le roue, c'est l'Église catholique qui favorise l'union de ces deux personnes pour permettre de créer une dynamique à la fois interne et externe pour plaquer Félix Tshisekedi au sol. Ça, c'est le calcul de l'Église catholique. L'Église catholique, avant d'organiser cette réunion-là, vous avez vu M. Ambongo débarquer à Kingakati, tenant un serpent avec Mme Olive Lembe Kabila, en train de lui confesser tout l'amour que les prélats ont pour Kabila et son couple et sa famille. Vous vous rappelez de l'image? Cette image, vous ne l'avez pas. Cette image-là, voilà, cette image-là, c'est d'avant la réconciliation Kabila-Katumbi. Donc, en prélude aux élections de 2023, l'Église catholique était à la recherche d'un ticket qui pourra le permettre de se débarrasser de Félix Tshisekedi. Alors, comme ils ont une bonne relation avec Katumbi, des relations un peu tumultueuses avec M. Kabila, alors ils ont voulu profiter de l'apport de l'un et l'autre en les mettant ensemble. Et vous avez vu presque toute la CENCO aller jusqu'à Kachobwe, au village de Katumbi, être reçu par M. Katumbi, vraiment dans le grand amour. Vous avez vu M. Katumbi débarquer à Kinshasa, à la paroisse Saint-Raphaël, et M. Ambongo, en pleine messe, lui demander de se lever et de le présenter à l'église tout entière en pleine messe, lui demander d'applaudir pour lui. Ouais, je me rappelle. Je dois voir l'image. C'est des choses qui n'ont jamais été vécues dans l'histoire de l'Eucharistie. Vous voyez ce que c'est? Ce n'est pas un prêtre qu'on présente, ce n'est pas un évêque de notre diocèse qu'on présente, c'est un simple fidèle venu communier, participer à l'Eucharistie. Donc, cette réconciliation-là était faite, organisée, favorisée par les équipes de M. Ambongo, M. Mouteba Fulgence, M. Ncholet, au nom de l'Église catholique. Et je voudrais ici, parce que la dernière fois, quand nous avons été sur votre plateau ici, j'ai vu que certaines personnes nous reprochaient de charger l'Église catholique. Non, non. Nous parlons de M. Ambongo, M. Mouteba et M. Ncholet qui parlent au nom de l'Église catholique.
Et l'Église ne s'est jamais désolidarisée d'eux. Nous nous demandons à ceux qui pensent que ces gens-là n'engagent pas l'Église de les désavouer, de faire un communiqué pour dire que l'Église n'est pas concernée ni de loin ni de près par les positions politiciennes de M. Ambongo, M. Nchole et M. Mouteba, et que cela n'engage que leur propre personne. Et comme l'Église n'en parle pas de cette manière, voilà. À ce moment-là, on pourra être à mesure de dissocier les deux. Alors, après l'échec de Washington, l'échec de bloquer les deals, et donc de bloquer l'appui sécuritaire et tous les retombées que la RDC attend du deal avec les Américains, M. Kabila a changé. Il dit, je dois me rentrer dans une dynamique intérieure. Et dans la dynamique intérieure, il y a deux personnes qui sont des figures majeures de l'opposition, partant des élections de 2023. Ces figures-là, le premier c'est Katumbi et la deuxième figure c'est Fayulu. Alors, comment faire pour rentrer dans une dynamique interne, prendre le contrôle de la vie politique interne pour évincer Tshisekedi, pour l'évincer de l'intérieur, parce que dans le plan du Rwanda, il n'est pas seulement un problème militaire, mais il faut aussi créer une dynamique interne pour essayer d'avoir la même mise du Rwanda sur les institutions du pays. Alors, maintenant, Kabila s'est dit, si je rentre comme ça avec Katumbi, qui va prendre le devant? Or, moi, je suis l'héritier testamentaire du pouvoir au Congo. Qui le lui a donné? Je ne peux pas m'aligner. Oui? Qui le lui a donné? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Ça, c'est la question que vous pouvez poser à tous les téléspectateurs. C'est son père de la RDC. Oui. Mais attends, j'ouvre une petite parenthèse, cher Honoré. En 2018, il y a eu élection. À l'issue de cette élection, nous avions 3 candidats majeurs. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Ramazan Ishadari. Tout à fait. Ramazan Ishadari, poulain de, que dis-je, dauphin de M. Kabila. Ok. À l'issue de cette élection, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Quand Kabila est rentré en contradiction avec Tshisekedi, Kabila et Nanga, qui ont organisé l'élection, ils nous disent, attention, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné. C'est moi, Kabila, qui l'avais désigné par patriotisme. Ok? Mais ni Kabila, ni Nanga, personne ne vous cite le nom de celui qui a gagné. Pourquoi? Donc, ils peuvent juste nous dire que Tshisekedi n'était pas élu, mais ils ne nous disent pas qui était élu, alors élu sur la liste. Voilà, parce que Kabila doit nous dire 2 choses. La première des choses, Tshisekedi n'a pas été élu, donc Tshisekedi n'a pas gagné. Ok, nous mettons de côté. Maintenant, nous restons avec la deuxième chose, c'est les gagnants. Les gagnants, c'est qui? Entre Fayulu et Shadari. Kabila, voilà, il doit nous désigner quelqu'un. Dès lors qu'il désigne quelqu'un, c'est-à-dire que lui, maintenant, il est hors jeu. Donc, ça devient un élément étranger à cette élection-là. Mais pour garder la main sur le pouvoir, Kabila entretient un mythe pour dire oui, Tshisekedi n'a pas gagné, c'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Non, non, avant que tu lui donnes le pouvoir, dis-nous alors qui a gagné. Comme ça, toi, tu te mets de côté, on te décharge de cette histoire. Nous restons avec Tshisekedi et les gagnants. Kabila ne cite pas. Personne n'a jamais cité. Je crois que les téléspectateurs de HK Today qui nous suivent, si quelqu'un peut avoir une déclaration, un communiqué de M. Nanga ou de M. Kabila ou de quiconque qui aurait dit que, en dehors de Félix Tshisekedi, qu'ils disent qu'il n'a pas gagné,
Qui aurait gagné alors? On cite le nom de cette personne-là. Jamais, jamais, je n'ai jamais vu cette déclaration. Pourquoi? Parce que dans son obsession du pouvoir, dans son illusion d'avoir hérité d'un pouvoir testamentaire ad vitam aeternam sur le Congo, Kabila s'est dit, si j'ai dit que X a gagné, Y n'a pas gagné, c'est-à-dire moi je sors du jeu. Ouais. Alors pour garder la main sur ce jeu, je dois être celui qui dispose du mythe, que tout le monde court après moi. Et en ce moment-là, j'ouvre une autre petite parenthèse pour poser la question. Cher Honoré, raisonnons par absurde que Kabila a posé un acte patriotique en 2018. Lui qui a pris le pouvoir, il a donné à Félix Tshisekedi. Il a arraché le pouvoir entre les mains d'un inconnu qu'il ne veut pas citer et il a donné à Félix Tshisekedi par patriotisme, comme disent ses supporters. Ouais. Ok. Donc c'est un bon acte, n'est-ce pas? Et ils disent que Kabila, il aime le pays, il a facilité une transition pacifique et une passation civilisée du pouvoir, ainsi de suite. Bravo. Alors, si nous arrivons en 2018, par le même patriotisme, admettront-ils que Félix Tshisekedi aussi désigne son successeur et il lui donne le pouvoir? En 2028, vous voulez dire? En 2028, je voulais dire, sorry. Voilà. Voilà l'absurdité. Est-ce que les amis de Kabila, les fanatiques de Kabila, tous ceux qui disent que Kabila aurait commis un acte patriotique en ayant donné le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné, selon eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous qu'arrivé en 2028, Félix Tshisekedi aussi, de la même manière que Kabila l'a fait, qu'il prenne aussi le pouvoir, qu'il voie à qui il peut donner, et il le donne, ça sera aussi patriotique. Et là, ça sera peut-être considéré par les kabylistes comme un acte illégal, puisque Tshisekedi n'en avait pas droit pour le distribuer. Et puis, il devrait retourner le pouvoir chez Kabila d'abord, et c'est ce dernier qui devrait le distribuer à quelqu'un d'autre de son choix. Tshisekedi n'en a pas droit. Voilà. Très compliqué. Donc, vous voyez l'absurdité. Vous voyez à partir de quel moment ça devient très dangereux. Maintenant, qu'est-ce que M. Kabila fait? Kabila dit, je vais maintenant faire un comeback interne. Au lieu de continuer à foncer sur le plan militaire avec la dynamique FCCK, armée rwandaise, la guerre, les morts et tout ça, les Américains se sont déjà mêlés dedans, la communauté internationale, ça va me peser sur les épaules. Qu'est-ce que je dois faire? J'essaie de retourner maintenant dans la dynamique de la politique interne, comme opposant pacifique. Alors, il regarde maintenant entre Katumbi et Kabila et Fayoulou. Je peux m'appuyer sur qui? Sur Fayoulou, c'est impossible de s'appuyer. Pourquoi? Parce que Fayoulou condamne publiquement le Rwanda. Il exige le retrait des troupes rwandaises. Il est opposé à l'agression. Ok. Alors, et là, Fayoulou tout de suite devient automatiquement écarté. Ennemi écarté. Il reste sur la table une seule figure, c'est Katumbi. Alors, Kabila, dans son jeu tactique, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Katumbi. Il dit, mais Katumbi, en réalité, il est qui? Il n'a même pas d'assises. Qui sont les béquilles de Katumbi? Il identifie tous ceux qui ont coalisé avec Katumbi en 2023, qui l'ont accompagné aux élections, qui ont bâti campagne avec lui à l'ouest et à l'est pour battre campagne. Kabila les cible et il les débauche tous. Il prend Franck Diongo. Ah oui. Il prend Franck Diongo. Il prend Franck Diongo. Il prend Jean-Claude Wemba. Il prend Seth Kikuni. Il prend Matata Pogno. Il prend Matata Pogno. Il prend Théophile Bemba qui a bâti campagne pour Katumbi. Ah, ok. Donc c'est tout le monde, non? Là, je vois que c'est presque tout le monde, puisque même sur cette photo, nous voyons tout le monde. Seth Kikuni, Franck Diongo, lui, Moïse Katumbi, Matata Pogno,
Et Théophile même a battu campagne pour Moïse Katumbi dans les grands Bandundu. Dans le Grand Bandundu, c'est lui qui était le représentant de la coalition de Katumbi pour le Grand Bandundu, à Kenge et partout là-bas. Et il se décide de tous les débaucher. Voilà, Kabila a pris la décision de débaucher toutes ces personnes pour isoler Katumbi, pour les laisser sans appui, en fait, les réduire en néant sur le plan politique. Parce que vaut Katumbi sans ces personnes-là? Oui, aujourd'hui c'est fini. Hein? C'est fini si Katumbi n'a pas ces personnes. Je ne sais, bon, Delis Sanga, qui est resté à Kinshasa, peut-être